Alors, bonjour à toutes et à tous. Et voilà, c'est parti, les feuilles volantes. J'ai bien préparé mes notes, c'est la preuve. Merci d'être aussi nombreux pour cette table ronde, et merci d'être aussi nombreux sur le festival. J'en profite pour remercier à nouveau le Festival des Intergalactiques, et notamment les bénévoles et les gens de la MJC qui permettent que ça se passe aussi bien. Cette année, ça a l'air d'être un sacré succès, et enfin voilà, je pense que on va s'en souvenir un petit moment. On va passer tout de suite donc à cette table ronde sociologie des publics de l'imaginaire et culture geek. Donc on va parler un petit peu de la sociologie des publics des imaginaires dits geeks, ce qu'on va devoir définir un petit peu ensemble. Je vais vous présenter les intervenants. Alors bon, moi je suis Benjamin Patino de la chaîne Bullshit Geek, qui est une chaîne comme son nom l'indique geek, qui parle beaucoup de culture populaire au sens large. Et du coup, j'ai pas mal de questions à poser à nos intervenants. On a donc juste à ma gauche, je vais essayer de faire dans l'ordre, Guillaume Chamanadjian, qui est auteur de littérature de l'imaginaire, comme on dit, notamment de fantasy, mais tu es là pour une double vie que tu mènes la nuit. Tu travailles pour les éditeurs, et du coup tu t'intéresses aux études de marché et à comment justement on identifie et on décrit les publics. Tout à fait. À côté de toi, donc, on a David Perron qui a donc sorti un livre qui s'appelle Culture Geek. Tu es sociologue, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Ce livre Culture Geek est issu de tes travaux de recherche sur les publics justement geeks. Donc là, tu es pile dans le thème. C'est ça. Oui, ça marche. C'est bon, t'entends ? Ok, et Fred, donc de la chaîne Patchwork, donc aussi une chaîne YouTube, et tu es aussi streamer. Et sur cette chaîne et sur Twitch, tu parles de sciences, notamment de sociologie, de sciences politiques et de scepticisme aussi. Et tu t'intéresses aussi pas mal aux univers sous ce prisme, aux univers geeks, puisque tu as notamment, tu vas en parler, j'imagine, produit des vidéos, par exemple sur l'attaque des Titans. Et ce genre de choses. Donc tu lis les sciences sociales aux imaginaires geeks. Voilà, c'est ouais, bon. Ok, très bien. Alors, je vais faire une première question un peu bateau, mais je pense qu'elle est un petit peu importante. Quand on emploie le terme geek, qu'on emploie évidemment à toutes les sauces, et en fait, je pense surtout ici, on se comprend quand on dit ce terme-là, mais c'est pas forcément un terme qui est si défini que ça. Donc, pour commencer, j'aimerais bien avoir vos définitions de c'est quoi les geeks et c'est quoi la culture geek. Je sais pas qui veut commencer cette patate chaude. Évidemment, moi, ma tendance du coup de sociologue, c'était de dire il n'y a pas de geek, il n'y a que des gens qui se revendiquent geeks. C'est pour moi le seul sens que ça peut avoir, parce que sinon, en vrai, ça devient vite une bataille de définition qui très vite devient du coup t'es un vrai, t'es pas un vrai, qui est le pire truc qui peut arriver, mais qui arrive quand même tout le temps. Hein. Mais du coup voilà, moi, alors évidemment, ça c'est une manière de botter en touche quand on me pose la question, parce que ça, du coup je réponds pas, alors qu'en fait il y a des choses qui reviennent quand même. Mais c'est vrai que très vite j'ai observé quand même dans des entretiens avec des gens qui se revendiquent geeks, où j'allais voir sur les forums internet. Moi j'ai fait ma thèse autour de 2007-2010, donc c'est vraiment plein boom de Big Bang Theory, tout ça. Donc c'est quoi un geek? Et donc c'est des listes de trucs. Donc vraiment c'était fascinant à regarder. Il y a toujours un truc qui t'est oublié. Donc alors moi pour moi geek c'est ça, c'est faire du jeu de rôle, aimer Star Wars, aimer Star Trek, faire du jeu vidéo, être informaticien, parler de Klingon couramment, etc. Il y en avait des listes comme ça. Et t'as oublié qu'il faut aimer tel manga. Ah ouais, je l'ai pas mis. Alors attends, on rajoute la liste. Bon, on pourrait faire une liste sans fin parce que c'est cool. Voilà. Donc on va dire que moi il y a deux pôles dans la culture geek généralement tels que je l'ai observé, qui sont évidemment liés historiquement et sociologiquement. C'est une passion pour les mondes imaginaires fantastiques, voilà, qui est au sens large. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça va évidemment, on a tous en tête les tartes à la crème, Star Trek, Star Wars, Tolkien, Zelda, voilà. Et une passion pour le monde du ludique, du jeu, qui est une manière en fait de s'approprier ces mondes imaginaires. Justement, c'est le meilleur moyen de jouer dans un monde imaginaire. Enfin, d'être dans un monde imaginaire, c'est d'y jouer. Sinon, on n'a pas de moyen réel à part la drogue. Mais c'est pas conseillé. Et après, du coup, un deuxième pôle qui serait plus technique, c'est-à-dire les geeks, c'était aussi les informaticiens, les matheux, très liés au mot nerd aussi en anglais. On pourrait aussi passer des heures à faire la différence entre les deux. Mais on n'a pas le temps, c'est pas très intéressant. Mais voilà, donc c'est informatique, sciences dures et imaginaire. Et quand les deux se réunissent, bah, ça fait le monde du virtuel, du jeu vidéo, etc., qui sont les mondes iconiques du monde geek, quoi. Alors perso là-dessus, bon, je sais pas si ça fera très sérieux après qu'un sociologue ait parlé à ce propos. C'est voilà, le problème. Ouais, en tant qu'usager, en tant que personne qui pratique un peu ça, en fait, moi j'aurais tendance à relier pas mal ça à la question des communautés. En fait, c'est un truc un peu assez large et je crois assez spécifiquement un peu Internet.
avec effectivement relié aux mangas, aux animés, aux jeux vidéo, avec, j'ai l'impression, pas mal de références, un peu culture internet et tout. Mais ouais, après, il y a des gens qui vont se revendiquer geek, il y a des gens qui vont plus le faire parce qu'ils vont se dire, ah, mais c'est tellement 2010, maintenant faut arrêter, tout ça, ou qui vont devenir des edgelords, ou alors qui vont se revendiquer autre chose. Enfin, je sais pas, je crois pas que ce soit un truc très stable, mais pour moi, c'est une certaine culture internet, un peu, avec un certain nombre de références et. Ouais, je pense pas qu'Internet soit où on puisse trop faire sans quand on parle de geek maintenant, mais voilà. Ouais. Alors, évidemment, c'est difficile d'ajouter plus. Ce que je dirais quand même, c'est qu'effectivement, je suis peut-être un petit peu plus âgé que toi, et du coup, j'ai grandi. J'étais geek dans les années 90, à une époque où c'était pas cool parce qu'il y avait pas Internet. Et enfin voilà, en gros, j'étais pas le cool kid du collège. Et en fait, je pense qu'il y a je rejoins, il y a cette appétence pour les mondes imaginaires. Ça peut être le manga, ça peut être la SF, ça peut être la fantasy, ça peut être tout. Et il y a eu cette espèce de moment de bascule entre guillemets où à partir du moment où c'est devenu communautaire sur Internet, pour moi, c'est devenu a thing, quoi. Enfin, c'est devenu cool d'être geek et de se revendiquer au sein d'une communauté, de montrer que nous on aime ça, mais qu'il y a aussi ça, qu'il y a et ça de l'avoir vécu un peu en direct, c'était un peu une vraie transformation. Et après, il y a l'aspect un peu plus professionnel, puisque je mets ma casquette de professionnel de l'édition aussi de temps en temps. C'est aussi ce moment-là, tout simplement, où les éditeurs, qui pour certains d'entre eux étaient geeks et connaissaient le phénomène et l'aimaient bien, se sont dit hey, il se passe quelque chose et tiens, tant qu'à y être, on peut vivre notre passion et faire de l'argent dessus, parce que c'est quand même le but d'un éditeur. Et du coup, il s'est passé que ça a fait un peu boule de neige, en fait, ce phénomène geek. Tout le monde s'en est un petit peu emparé. Oui, alors, sur le côté communautaire, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais il est très important. Surtout qu'en fait, un groupe social n'existe que parce qu'il a des anti-groupes. Sinon, on vit notre vie, on se pose pas la question de j'appartiens. C'est du Marx en fait. Hein. Marx il dit les ouvriers ils existent que quand ils se révoltent. Sinon, avant, on se pose pas la question tous les jours. Je me lève, je suis ouvrier. Je vais travailler, je suis ouvrier. Non, ils deviennent ouvriers parce qu'ils ont une revendication, parce qu'ils ont un destin commun et un sentiment d'être dominés ou d'être en subalterne par rapport à d'autres positions. Et donc clairement, la culture geek était assez construite, on va dire les années 80-90, notamment en Europe, aux États-Unis. C'était parce que c'était en gros les blancs des banlieues classe moyenne américaine d'abord, qui se sentaient ni tout en haut de la société, ni dans les ghettos, notamment noirs américains, mais qui se sentaient pas cool. Voilà. Et du coup, c'est cette forme de stigmatisation de l'intello de classe moyenne, un peu bon, Steven Spielberg, hein, vous avez tous en tête tous ces films, ils parlent que de ça. Et du coup, qui montre bien cette opposition aussi un petit peu entre le monde du cool, du classe, du footballeur américain des teen movies, hein, voyez, et le geek qui est son appareil dentaire. Qu'on sait, en fait, l'idée, c'est John Hughes, un des grands créateurs de teen movies des années 80, il disait le geek, en fait, c'est celui qui est pas cool là, mais un jour il sera cool, c'est sûr. Alors que le nerd, c'est celui qui est pas cool là et il restera pas cool. Voilà. Et je pense que c'est une bonne définition. Donc, et du coup, le fait d'être pas cool et qu'Internet est arrivé, on se dit, bah, toi, si t'es pas cool, t'aimes ce manga underground des 70, et ben, moi, j'aime ce jeu de rôle, et ben, finalement, on est tous les deux pas cool de la même manière, finalement, même si on a même des passions différentes. On a le même maillot, finalement. Et donc, du coup, on a ce point commun, ce sentiment d'altérité, en fait, vis-à-vis des autres. On est différents. Au collège, ils nous trouvent bizarre, à la fac, ils nous trouvent bizarre. Et donc, ce sentiment de se sentir un peu bizarre dans une vie une fois parce qu'on a fait une référence que personne n'a compris dans une pièce. C'est ça aussi qui construit l'appartenance, en général dans la pop culture de toute façon. Alors là, du coup, moi, ça me renvoie à une réflexion que je m'étais faite en préparant vraiment la table ronde, en essayant de me remémorer justement mes propres définitions de comment j'en suis venu à moi-même employer ce terme, y compris en tant qu'étiquette. Je me rappelle notamment d'un documentaire que certains ici connaissent peut-être, qui s'appelle Suck My Geek, qui a été un peu un déclencheur pour certaines personnes pour se nommer en fait d'une certaine façon. Et dans ces définitions-là, il y a souvent un truc qui manque. En fait, c'est des définitions justement communautaires ou culturelles. Et souvent, il manque l'aspect sociologique, on va dire au sens strict, c'est-à-dire ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire c'est quoi le geek sociologiquement? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Est-ce qu'on a des intuitions? Est-ce qu'il y a des outils, par exemple? Est-ce que les éditeurs ont est-ce que ne serait-ce que pour une étude de marché, il faut des outils pour définir ce groupe-là? Et est-ce qu'on sait en termes de classe, en termes de genre, tu dis les petits blancs de classe moyenne américains, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste l'archétype justement qu'on a dans les films? Voilà, est-ce qu'on a une sociologie réelle vraiment du geek en dehors de juste l'aspect culturel de Star Wars, des imaginaires et ce genre de choses? Bah, le problème, c'est que c'est performatif dans le sens où c'est-à-dire que l'archétype finit par créer la chose aussi. Alors, notamment, ça se voit très bien sur l'étude sur l'histoire de la littérature de SF. On voit très bien que, par exemple, dès le début, il y a eu beaucoup de femmes dans les premières conventions des années 30 de SF aux États-Unis.
Et puis aujourd'hui, quand on imagine le fan geek un peu de SF, c'est toujours un garçon, etc. Parce que on les a invisibilisé les femmes, et du coup, on a créé cet archétype qui a un peu tué, notamment pour les femmes, leur visibilité. Et donc, ça finit par créer l'image du geek. Et évidemment, des gens se sont reconnus là-dedans, et donc ça va renforcer ce stéréotype. Et donc, c'est un cercle sans fin. Donc, c'est très compliqué de vraiment, parce que évidemment, il faudrait un énorme budget pour faire des études statistiques immenses. Mais clairement, il y a quand même cette naissance, en tout cas les années 80, dans ces petits groupes un peu blancs américains, elle est un peu vraie, clairement. Après, que par ailleurs, ça explose et qu'on se l'approprie de manière très différente et que ça évolue et que ça change et qu'Internet vient balayer tout ça et qu'on puisse. Mais il y a un moment fondateur, et du coup, comme on parlait tout à l'heure de être un vrai, pas un vrai, du coup, ça entraîne le fait que certaines personnes vont empêcher d'autres gens de se reconnaître ou de se revendiquer geek. Alors, ce geek était très important pour ça, clairement. Et du coup, ça va, parce que t'es pas un vrai, parce que t'étais pas là au moment où on a souffert, t'étais pas là quand c'était dur, et t'étais pas là quand on était au début. T'as pas connu la guerre, ouais, nous on épluchait les patates, hein, et on rembobinait des VHS avec un crayon. Donc voilà. Et du coup, il y a cette idée-là, quoi, qui est importante, et après qui renforce. Mais en fait, il y a un super bouquin sur les fandoms de science-fiction américaine qui s'appelle Woman Was There from the Beginning. En fait, elles étaient là depuis le début, sauf que l'archétype va renforcer la réalité de la chose. Voilà, pour le jeu vidéo, c'était très bien montré aussi. Au tout début, les jeux vidéo étaient autant joués par les hommes que par les femmes. Et puis un jour, dans les boîtes de com, dans le marketing, dans les industries, on s'est dit, comment on cible ça? On ne sait pas, le jeu vidéo, il y a des adultes qui jouent, des enfants qui jouent. Et en fait, il faut prendre un modèle existant. Le modèle existant, c'était le jouet pour garçons. Ils se sont dit, voilà, le jeu vidéo, en fait, c'est dans la continuité du jouet pour garçons. Et donc, masculinité militarisée. Et voilà, c'est fini. Donc, le jeu vidéo, c'est un truc pour garçons. Et ça a créé le marché, en fait. Ça l'a créé chez des garçons parce qu'on les a ciblés, parce qu'on c'était lié à leur socialisation masculine il faut aimer la guerre, la baston. Et voilà. Et donc, c'est bien plus tard que les filles. Donc, en fait, c'est aussi le marché qui crée l'existence de la communauté. Je te rejoins complètement, effectivement. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de faire paraître des nuances, parce que pour le coup, moi, j'en fais des analyses de marché. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Quand on fait des analyses de marché sur ce public, nous, aujourd'hui, ce qu'on peut mesurer, c'est pas la pratique culturelle, c'est l'achat. Parce que l'achat, c'est quelque chose de concret, d'objectif. C'est le moment où quelqu'un passe en caisse. Et à partir du moment où la personne passe en caisse, elle va acheter un bouquin, un jeu vidéo, un film, etc. Et là, on sait dire, ok, on sait à peu près dire, cette personne qui vient d'acheter ce jeu vidéo, c'est une femme de 45 ans qui est plutôt CSP+, qui habite dans tel endroit, etc. Mais encore une fois, ça crée des archétypes, ça crée mais qui ne sont pas la réalité. Et d'ailleurs, ce public geek, il est complexe à appréhender, parce que en réalité, quand on fait cet exercice, qu'on analyse déjà, alors en plus, moi je suis plutôt sur la littérature, quand on analyse déjà juste la science-fiction, on n'a pas le même profil que quand on analyse le roman fantastique. On n'a pas le même profil que quand on analyse la fantasy. On a encore moins le même profil que quand on analyse le manga. Donc c'est déjà... Et après, on nous demande de faire une moyenne de tout ça. Et sauf que, en gros, on dit, c'est quoi le public geek? Là, on est tenté de dire, ok, on fait une moyenne de tout ça et puis on voit ce que ça donne. C'est faux. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens en réalité de mélanger des acheteurs de manga avec des acheteurs de SF. Même au sein de la SF, en réalité, on pourrait sous-segmenter en disant, mais l'acheteur de Nina Allan, c'est pas le même que l'acheteur d'Asimov. Enfin, il y a quand même des choses très très différentes, et c'est vrai que mélanger tout ça, c'est compliqué. La difficulté, nous, dans nos métiers où on est prescripteur, enfin, on fait des industries culturelles, on propose en fait des produits, mais en réalité des œuvres culturelles. En fait, si on transmet ça en langage de marché, c'est une économie de l'offre, c'est pas une économie de la demande. C'est-à-dire qu'on propose une offre à un lecteur, et c'est le lecteur qui, si ça lui convient, il achète. Et en fait, c'est compliqué parce que à partir du moment, c'est vraiment des bouteilles qu'on lance à la mer, et analyser le public derrière, ça nécessite de mettre tout un tas de nuances que quand les financiers des grosses entreprises comme celle pour laquelle je bosse viennent regarder ça, eux, ils ont plutôt tendance à essayer de simplifier ce biais. Et du coup, ils vont dire, d'accord, c'est donc pour les garçons entre 12 et 15 ans, donc on axe toute la communication sur les garçons entre 12 et 15 ans. Et ça donne ce que ça a donné pour le jeu vidéo. Perso, ce que je retiens... Oui, on entend? Ok. Ce que je retiens un peu par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'il y a un côté un peu safe space pour Beta Mail qui ressort beaucoup dans les années 90 et qui se poursuit un peu, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant quand on regarde, tu parlais un peu lutte de légitimité, conflit qu'il peut y avoir par rapport à l'occupation de ces espaces, pour peu que ça commence à s'agrandir, qu'il y ait des personnes qui veuillent être là, qui sont pas des mecs, 6, 7, etc., qui vont dire « Hey, salut, on aimerait bien participer et tout », il y aura un peu ce côté de
notre safe space, il est un peu conçu spécifiquement pour nous, et on va pouvoir faire nos blagues, nos machins, nos trucs. Et en un sens, tu peux comprendre, tu veux dire, ok, il va y avoir des questions aussi de handicap, des questions de, c'est difficile de faire un espace où tout le monde se sent tout le temps bien et où il y a des sensibilités différentes, tout ça. Mais donc, il y a aussi des enjeux de rapport de pouvoir, potentiellement, de groupes minorisés qui vont pouvoir exister dedans. Et je dis pas ça en disant que ce serait complètement, enfin, qu'il n'y aurait pas des enjeux de personnes minorisées dans les espaces geeks, même dans les années 80-90, plutôt. Je pense que ce serait peut-être un raccourci rapide et il y aurait besoin des enquêtes. Enfin, moi, du coup, je sais pas, je connais pas là-dessus. Mais en tout cas, il y a des brèches qui se créent, j'ai l'impression comme ça, et c'est aussi ce qui participe parfois à la cellule de légitimité, même en allant plus loin, en mode des communautés qui sont parfois avec des gens dedans qui se disent ah on est envahi machin c'est bizarre vous faites quoi et tout donc ouais. La même année qu'a été sorti Stoic My Geek, moi du coup c'était le moment où je commençais ma thèse, donc j'avais commencé à accumuler tout ce qui se dit dans les médias sur le mot geek, et il y avait Technicart, feu Technicart, un magazine culturel un peu hype cool de l'époque, qui avait sorti le pouvoir nerd, la nouvelle Al-Qaïda de la pop culture. C'est fort quand même Et ce qui est marrant, c'est 5 ans plus tard, j'étais interviewé par Technicart, parce que là j'avais quasiment fini ma thèse. Et c'était les geeks ont gagné. Voilà. Même couverture, même voilà. Et donc voilà, terroristes, ils ont gagné. Okay. Donc on voit bien qu'en effet, il y a cette transition qui a eu lieu et en fait, c'est pour ça que le mot geek à la fois veut rien dire et était très utile culturellement et sociologiquement parce qu'en fait, on voit bien avec les conventions, par exemple, moi je prends l'exemple des conventions. Une convention de jeu de rôle, ça va faire un tout petit public, ça va tout petit. Une convention de manga, ça va être tout petit. Par contre, on fait une convention, on l'appelle geek quelque chose. On met le nom de la ville à côté. La Geek Montpellier, la Japan Geek machin. Et d'un coup, ça devient jeu de rôle, jeu vidéo, rétro gaming, cosplay, etc. Tout le monde peut venir, les familles viennent et c'est super. Donc en fait, c'est ça que ça sert geek, c'est tout, à agréger des choses qui n'ont pas forcément de sens ensemble, historiquement même pas forcément non plus. Mais là, on voit bien que ça parle un peu, comme tu disais au début, on voit bien à peu près. Ça nous suffit en fait. Et moi, j'appelais dans ma thèse, j'appelais ça le sentiment de proximité culturelle, parce que je l'ai ressenti aussi. Pour moi, c'était très important quand je sortais du collège de découvrir le mot geek et de me dire ah des gens comme moi un peu dans le monde peuvent parler 1 heure de Tolkien et de Star Trek et que ça ne soit pas mal vécu. Donc je me suis dit ah c'est super, ça m'a vraiment pour moi créé un soulagement psychologique pour le coup, pas sociologique. Et donc je me suis dit ça va être intéressant de voir creuser qu'il n'y a pas de gens comme moi et j'en ai vu plein évidemment sur internet. Et en même temps je me disais mais je me reconnais dans ces gens-là, alors qu'il y en a qui disent mais moi j'ai lu tel manga, je ne l'ai jamais lu. Il y en a qui font du jeu de rôle, j'avais jamais fait de jeu de rôle dans ma vie à cette époque-là. Donc comment je peux me reconnaître dans un mouvement où il y a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques culturelles que moi? Il y a un sentiment de proximité culturelle. On redevient l'idée parce que c'est pas la légitimité culturelle, c'est-à-dire que mes parents en général disaient lis des vrais livres et pas tes mangas et voilà. Et donc en fait c'est toujours l'altérité qui va créer ce sentiment de ouais alors toi tu lis un manga et moi et encore tel manga précis de niche voilà et moi je joue à tel RPG japonais non traduit en français etc. Mais on a le point commun de au moins tous les deux on a ce vécu de personne nous comprend. On aura sûrement des références communes parce que ce manga et ce RPG ils vont sûrement faire référence à 2-3 œuvres aussi transversales. Je pense souvent la comparaison avec le rock quoi. Un fan de metal underground il va sûrement dire ouais mais fondateur c'est les Beatles, les Rolling Stones toujours. Nous les geeks on va toujours dire je joue à ce RPG japonais non traduit en français mais je reconnais que Star Wars c'est important. J'aime pas Star Wars mais je reconnais que c'est important. Donc œuvre fondamentale et sentiment de proximité autour de ça. Ouais. Ça c'est important. Du coup, moi, ça me questionne un petit peu sur le sens justement d'employer encore le mot geek. Et je trouve que dès que justement on rentre dans l'aspect sociologique, en fait, là, c'est ce que vous avez dit un petit peu tous avant. Il y a, en fait, dès qu'on sort de juste l'aspect culturel, c'est-à-dire les œuvres et tout ça, et qu'on essaie de faire un portrait robot, c'est beaucoup plus compliqué, notamment du fait de la diversification de ces œuvres-là. Et autant je pense qu'on est tous, c'est clair pour tout le monde que Star Wars c'est geek, que le manga c'est geek, que Kaamelott c'est un truc de geek, mais le public type de Kaamelott ou le public type de manga ou par exemple de One Piece ou alors, par exemple l'Attaque des Titans, j'en ai aucune idée, tu vois par exemple de ce qu'est le public. On voit bien que c'est pas exactement le même public et que c'est pas exactement les mêmes sociologies. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire sociologiquement comme catégorie? Quelque chose qui a des publics qui sont autant différents en termes de toute leur réalité concrète, hors de juste aimer des choses qui sont identifiées geeks. Oui, en fait, c'est juste un outil de reconnaissance. Ça sert qu'à ça. C'est-à-dire que moi, en tant que personne et en tant que personne qui me ressemble un peu, on veut être reconnu dans la possibilité de faire notre passion sans être embêté par les gens. Et d'ailleurs, les gens que j'interviewais moi dans ma thèse, donc j'ai fait une cinquantaine d'entretiens avec des gens qui se revendiquent geeks, mais ils disaient toujours, mais je connais un mec, il est quand même beaucoup plus geek que moi. Ou voilà, parce que c'est toujours l'autre qui est le plus. Voyez. Moi, oui, c'est vrai que je lis beaucoup de mangas, je regarde beaucoup d'animés, je suis fan de Star Trek, mais tu devrais voir mon pote qui lui s'est refait toutes les saisons. Voilà, enfin, on est toujours le geek de quelqu'un d'autre et voilà.
Et donc c'est repoussé en fait. Le geek est toujours repoussé au loin comme une espèce de figure idéale, mais comme les études dans les années 80 sur les punks qui disaient la même chose. Les punks jamais disaient mais moi je suis punk. Ils disaient si je devais choisir une sous-culture qui est celle la plus proche de moi, ça serait celle-là. En fait c'est comme un test de Rorschach quoi. Donc ils vont se projeter là-dedans, dire et ils n'avaient pas de jeans déchirés, de crête et pince à nourrice. Ils disaient si je devais choisir, et ils vont mettre une petite touche qui rappelle cette esthétique-là. Et en fait personne n'est le geek ultime. Il est pas, c'est pas le geek de Platon quoi. Il est pas dans un monde des idées. Voilà, peut-être beau titre de bouquin, le geek de Platon, pour vendre de la philo. Mais voilà, donc il n'existe pas. Mais en même temps, on voit bien encore une fois qu'il est utile pour du marketing. Moi, j'ai eu des boîtes qui m'ont appelé en disant on voudrait faire un séminaire sur comment le geek au travail, comment le gérer. Hein, c'est un peu comme les millénials au travail, trucs comme ça. J'étais là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'avais envie de prendre leur argent, bien sûr, mais parce qu'ils en ont trop visiblement. Mais donc en effet, ça veut rien dire. Et moi, c'est ça que je trouvais génial, c'est que ça veut rien dire. C'est une catégorie qui fourre tout et en même temps, parfois, elle est utile. Même aujourd'hui, je pense que ça a perdu beaucoup de sens, ou ça s'est dévoyé. Parfois, t'entends avec des potes, on va tous se dire ah, tu viens de faire une bonne blague de geek quand même là. Donc on voit bien c'est quand même tellement rentré que c'est là quoi. Donc quand tu as fait ta thèse, tu es arrivé auprès de l'université en disant je vais faire une thèse de sociologie sur un terme qui ne veut rien dire. je trouve ça très beau comme tu démarche. le vois, tu trouves des moyens. Oui, c'était à Lyon d'ailleurs, merci l'université de Lyon. Je dirais pas le nom de mon directeur de thèse parce que c'est pas super bien passé avec lui, mais oui, donc on y arrive parce qu'on dit on va travailler. C'était la pop culture commençait à être à la mode, donc on y arrive et puis on dit justement en fait les médias parlaient tellement de la culture geek qu'on finit par y croire en fait que ça existe. Et donc Big Bang Theory et Suck My Geek m'ont beaucoup aidé en fait finalement. Alors que Big Bang Theory c'était une pire série, tout le monde est d'accord sur les geeks quoi. Mais voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, moi je me souviens d'une époque où Big Bang Theory battait son plein entre guillemets et il y avait cette espèce de côté où moi j'étais dans déjà pas la même mais une autre grosse entreprise du livre et en fait les éditeurs, il y a les décideurs, ceux qui en gros décident de créer des collections, eux ils connaissaient le terme geek, ils savaient pas trop à quoi ça renvoyait, ils se disaient il y a quand même un truc à faire. Et en fait, on a été un petit groupe de personnes au sein de cette grosse structure à se dire mais il y a un truc à faire en fait, on peut faire passer n'importe quoi et peut-être, je sais pas, créer une collection pour faire des bouquins qu'on aimerait faire, des bouquins qu'on aimerait lire. Du coup, on a habillé ça comme le projet geek et oui, cette collection, elle a été créée et elle existe toujours en fait. Donc ça a été une aventure assez géniale. C'est un outil. En vrai, j'ai pas forcément grand chose à rajouter là-dessus, mais c'est vrai que ça me fait penser que le geek, il existe aussi dans la culture populaire en tant que figure. Et du coup, tu parlais de Big Bang Theory. Il y a plein de films. Il y a une très très bonne chaîne YouTube qui s'appelle Pop Culture Detective, où il est beaucoup question notamment les questions de masculinité dans la pop culture, de genre, de sexualité. Et je trouve que c'était assez intéressant parce que ça explorait beaucoup en termes de représentation, ce qui était construit en termes pas juste. Enfin, il y avait à la fois toutes les étiquettes culturelles, mais il y avait aussi des manières d'être, des manières de vivre, d'évoluer, des activités. Enfin, il y a vraiment un truc assez intéressant par rapport à ça. Et du coup, lui, sur cette chaîne-là en particulier, c'est les configurations de genre, le rapport entre les hommes et les femmes, etc. Et non, du coup, c'est intéressant aussi de voir l'image qu'on s'en fait un peu collectivement, quoi, avec toutes les aspérités que ça implique. Finalement, tu viens de décrire la définition de ce que c'est qu'une subculture ou une sous-culture au sens anglo-saxon, c'est-à-dire voilà, des codes, des manières d'être, un style. Hein, une subculture, c'est d'abord un style. Un style, c'est pas qu'une manière de s'habiller, mais c'est aussi une manière d'être, un humour spécifique. Qu'il faut acquérir pour être, encore une fois, montrer patte blanche et être un peu un vrai. Et clairement, moi, j'ai beaucoup étudié justement l'histoire des teen movies et comment le geek était représenté dedans. Depuis en gros, American Graffiti, George Lucas, qui a un peu inventé la figure du nerd moderne avec Richie Cunningham, le futur Richie Cunningham de Happy Days, donc Ron Howard avec les cheveux. Et qui a vraiment fondamentalement créé cette image-là du petit gars qui gagne à la fin. C'est la revanche du geek aussi. Hein. Revenge of the Nerd. Regardez cette série de films incroyable américaine qui est très très peu connue chez nous, mais qui est fascinante. Il y a eu 5 films avec toute l'histoire de ces 5 films, c'est le nerd qui arrive au lycée, à l'université, qui se fait taper dessus par le pom-pom girl et le footballeur américain, et qui à la fin gagne, bien sûr, se venge, la revanche du geek. Et c'est tout le temps comme ça. Et donc là, alors, après c'est un truc très américain, il faut faire attention pour importer les débats, parce que par exemple dans les teen movies américains, le geek c'est l'antithèse du noir. C'est-à-dire que le noir américain, l'afro-américain est cool, mais lui il va pas réussir sa vie, il va finir évidemment dans le ghetto ou à vendre de la drogue. Ça c'est le principe des teen movies, sauf dans quelques-uns, mais c'est très blanc les teen movies des années 80. Et le geek c'est le mec qui est pas cool, mais qui lui va réussir. Et donc ces deux trajectoires se croisent. Et donc on n'a pas exactement le même, on n'a pas importé autant les débats parce que l'histoire du racisme américain c'est pas le même que le racisme français. Et on en a aussi, hein, rassurez-vous, mais c'est pas le même. Et du coup, le rapport, mais pour le coup, il y a tout un courant même de recherche et de réflexion sur en quoi la figure du geek est l'opposition de la figure de l'afro-américain
aux États-Unis. Donc c'est pour ça que la culture blanche et noire, elles sont très importantes là-bas. Nous, on a un peu pas tout à fait le même rapport à tout ça, mais c'était intéressant aussi. Alors moi j'ai un peu une question en fait parce que c'est une impression que j'ai. Il y a, tu parlais de subculture tout à l'heure. Alors, j'ai quelques, je ne suis pas sociologue évidemment, mais j'ai quelques souvenirs de mes cours de sociologie de fac. Et c'est ce qu'on oppose entre la culture légitime qui est en gros, si on schématise en littérature, la littérature blanche, la littérature classique, la littérature qu'il est bon de lire et de connaître. D'ailleurs, on ne lit jamais Proust. Je sais pas si vous avez remarqué. On relit toujours Proust parce qu'on l'a forcément déjà lu. Donc ça, c'est la culture. On n'est pas fan, on est passionné. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la culture légitime. Et il y a ce côté sous-culture qui qu'on retrouve notamment dans les littératures de l'imaginaire. Où là, et j'ai l'impression qu'effectivement, en tant que sous-culture, il y a toujours cette espèce de côté où on se sent un peu oppressé par la culture légitime en France. Et voir, il y a à la fois ce côté revendication et en même temps, on aime bien rester dans notre précaré. Oui, ça c'était un des grands trucs de ma thèse aussi. Après, de Big Bang Theory, tout ça, ça en parle beaucoup en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'en gagnant, on perd pas quoi. Et là, pour le coup, pour moi, les punks, parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur les punks en Angleterre notamment. Donc c'était un peu un modèle pour moi, l'étude sur les punks, mais ça paraît très loin des geeks. Mais en fait, on retrouve des traits dans toutes les subcultures les mêmes. Et les punks des années 90, quand la culture punk avait vraiment gagné, la musique punk était partout, il y avait des films sur les punks, etc. Les punks ont écrit des manifestes en disant ça y est, c'est fini. Voilà, c'est le chant du cygne. Et en même temps, moi, je suis très circonspect vis-à-vis de ça parce que il y a souvent ça, surtout d'ailleurs dans nos, entre guillemets, j'allais dire dans notre camp parce qu'on est tous un peu gauchistes ici. Donc à gauche, il y a un peu un truc avec ça, c'est-à-dire que une culture de la pureté quand même. Et attention à la culture de la pureté militante, la pureté. Et la pureté fait que, on va dire, du coup, les vrais étaient les premiers, justement, les punks disaient, et quand un gamin de 12 ans mettait un jean déchiré au lycée, il y avait les vieux punks de 40 ans qui disaient, regardez, il y a plus rien de politique dans ce qu'il fait que adopter le style sans le fond. Ce qui est un truc qui a été dit 1000 fois sur les geeks. T'as une ceinture Nintendo, mais t'as jamais joué à Nintendo, vous voyez. Et du coup, il faut faire attention à ça parce qu'il a le droit, le gamin de 12 ans aussi, de s'approprier ce truc. Et peut-être ça va l'amener à lire des choses, ça va l'amener à s'intéresser, même si au début c'est commercial, même si au début c'est pas adoption de comme son cousin, comme son pote, etc. Attention à cette pureté de les vrais savent, les vrais. Bien sûr qu'on peut après lui dire, écoute, je vais t'expliquer l'histoire du geste que tu viens de faire, pourquoi ce geste est important politiquement et il a un sens, et pourquoi il faut jouer à la net, c'est pas juste avoir une console en ceinture. Mais voilà, il faut être prudent. Mais en effet, il y a même une nostalgie de la victoire. Et souvent les mecs que j'interviewais me disaient, mais les plus âgés en tout cas me disaient, ça y est, ouais, on a perdu, on a gagné, c'est super. Maintenant, voilà, Star Wars, Marvel, évidemment, c'est super. Et voilà, mais c'était bien l'époque des catacombes, l'époque où il fallait dire un mot de passe à la porte pour entrer dans le monde geek. Bon voilà, moi je suis toujours un peu circonspect face à ça, même si je comprends en fait identitairement. On a tous vécu des moments comme ça où un groupe qu'on aimait est devenu cool et ça fait un peu mal, c'est plus que à nous. Et donc c'est vrai que, mais bon, il faut passer le cap quoi. Ce qui est marrant, c'est que alors dernièrement, j'ai pas mal travaillé sur le polar, sur le roman policier. Et pour moi, le roman policier, justement, c'est une sous-culture qui a déjà gagné, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle est déjà arrivée au stade de la culture légitime. Et on a fait des tables rondes où on fait intervenir des lecteurs de polar, beaucoup, des gros lecteurs. Et ce qui ressortait, on en a interrogé 16, et ce qui ressortait, c'est tous disaient, enfin 12 sur les 16 en gros, disaient le problème du polar, c'est que c'est déconsidéré et que c'est pas accepté comme un genre à part entière. Et ça, j'avais juste envie de leur dire, mais venez en SF et en fantasy, vous allez comprendre, quoi. Enfin, je veux dire, vous avez déjà gagné, comment vous pouvez dire ça? Et ce qui est marrant, c'est, je me dire, même une sous-culture qui est à un stade un peu plus avancé, finalement, dans la reconnaissance, il y a toujours cette espèce de côté, il faut qu'on soit un tout petit peu victime, parce que sinon, il y a un côté identitaire. Ouais, puis en plus, moi, je trouve ça triste quand des gens me disent, même des collègues chercheurs, hein, c'est génial, le Louvre fait une exposition sur le jeu vidéo. Mais en fait, moi, je veux pas qu'une culture légitime, entre guillemets, qui a chié sur ma culture pendant des années, maintenant, je sois content. Je la remercie maintenant. Faut que je dise merci au Louvre de faire un truc. Mais non, je veux pas de votre reconnaissance. En fait, ma reconnaissance, je l'avais pour moi. Alors après, il faut que l'institution, le pays, le monde, la culture dans laquelle je vis, reconnaissent que chacun a le droit d'être autant fan de foot. Que c'est un truc qui revenait tout le temps dans les entretiens que je faisais. C'était mon frère, il est fan de foot. Il a un poster Manchester United, une couverture de lit Manchester United. Et c'est cool. Moi, j'ai un poster Star Trek. On me dit nerd. Donc c'est vrai que je comprends que ça peut être mal vécu. Mais voilà, moi ce que je veux, c'est que tout le monde puisse vivre sa passion comme il veut. Mais qu'on me dise, enfin, tu vois, ils font une exposition dans tel musée sur les artworks de manga, et maintenant on est reconnu, mais je m'en fous, moi. Alors tant mieux que ça soit exposé dans un musée, mais du coup, on le rend chiant, en fait, en faisant ça en plus. Parce que c'est pas pour ça qu'on aimait ce manga, c'est pas pour l'artwork, c'est parce qu'on était à fond dans l'histoire et qu'on voulait le lire, même en noir et blanc, pourri, photocopié en scantrad. Donc, au final, faut faire attention avec cette reconnaissance, toujours, voilà, et même dans les deux sens, quoi. Sur la question justement de les geeks ont gagné, mais à quel prix? Ça c'est un truc que je trouve intéressant parce que le lien avec le punk je trouve marche assez bien parce qu'il y a ce côté le geek comme le punk il est pas mort, il est dilué quoi. C'est-à-dire que c'est dilué dans le mainstream, il y a cette idée là et c'est vrai que
en fait, même la SF, en fait, c'est quand même un genre qui est relativement populaire maintenant au sens où même de culture de masse presque. Et puis alors les super-héros, on n'en parle même pas, on bouffe que de ça. Enfin, vraiment, il y a eu ce truc-là. Qu'est-ce que ça veut dire sociologiquement ça? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quantitativement plus de geeks? C'est-à-dire que cet archétype du geek, juste il y en a plus dans la société maintenant, ou juste ça s'est dilué justement, et en fait tout le monde est un peu geek au final, plus ou moins, mais tout le monde est un peu geek, et du coup mais pas avec la même densité en fait qu'avant. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Est-ce qu'il y a plus de geeks? Est-ce qu'ils sont pullulés ou est-ce que en fait, je pense qu'on a tous, tout le monde a toujours été un peu geek, je pense, depuis 50 ans en fait. C'est-à-dire, on peut pas dire que Star Wars c'est un truc de niche. Voilà, je sais pas si vous connaissez ce petit film indépendant. Bah du coup non, mais en même temps, il y a toujours dans la culture geek des trucs très très niches. Encore une fois, le jeu de rôle est redevenu très à la mode depuis quelques années. Stranger Things, les jeux de société qu'on a amené, mais structurellement, c'est pas un loisir qui peut dépasser une certaine masse critique. Il y aura jamais 5 millions de joueurs de jeux de rôle en France. Je suis désolé pour les fans, moi aussi j'adore, hein, mais au pic des années 80 ou à l'époque Salem on estime c'est autour de 50 000, ce qui reste très peu finalement. Hein. Et aujourd'hui, on est peut-être à 300 000 de joueurs de jeux de rôle en France. Et ça sera jamais beaucoup plus que ça, en fait. Même si ça marche mieux en mieux. Ça veut dire qu'on a plus de diversité d'achats, on peut acheter plus de jeux différents, il y a plein de fanzines de jeux de rôle, c'est super. Mais c'est des trucs structurellement, ça peut pas être Star Wars, ça coûte pas 10 balles, on y passe 2 heures avec la famille. Donc ça, c'est 5 heures, il faut de préparation, etc. Donc il y a une question d'engagement, il y a une question de niche. Donc il y aura toujours. Je me rappelle, un des premiers entretiens que j'ai fait, ça commence à dater pour ma thèse. Quelqu'un m'avait dit, justement, était fan du Seigneur des Anneaux. Il m'avait dit, j'ai adoré le film Seigneur des Anneaux quand c'est sorti au cinéma, mais évidemment, avant, le livre, c'était un peu à moi parce qu'il fallait se taper 2000 pages. Et donc, j'avais le sentiment qu'on avait gagné et du coup, que j'ai perdu un truc qui était un peu à moi. Il m'a dit quoi? C'est là que je me suis dit, allez, j'attaque le Silmarillion. Parce que ça, ils vont pas y aller, ça. Eh ben si. Ça, les gamins qui lisent le truc jeunesse, ils vont pas y aller. Eh ben oui, ils y vont. Donc en fait, on ne fait que repousser. Donc oui, on est de plus en plus. Tout le monde l'a toujours été un peu par petites touches, parce que même quelqu'un qui n'aime pas Star Wars connaît pas Je suis ton père, c'est pas possible, quoi. Donc des traces de geekerie, il y en a en tout le monde. Après, chacun va y puiser un peu de son imaginaire ou pas. Je sais pas si pour le JDR, par exemple, je suis totalement d'accord avec toi, parce que, alors, c'est vrai que dans la, entre guillemets, forme originale, etc., jeu de plateau et tout, ça s'est peut-être pas massifié, mais un peu de la même manière qu'on est passé de jeux vidéo qui, d'un coup, on est passé, voilà, jeux vidéo sur ta console à ta mère qui joue à Fruit Ninja, par exemple. Bah là, on va avoir, par exemple, des JDR plateau et des MMO comme WoW ou comme plein d'autres trucs où, effectivement, tu as une forme de dilution, tu perds un certain nombre de codes, etc. Bah, c'est sûr que c'est pas Baldur's Gate ou alors c'est pas D&D et tout, mais ça reste quand même une espèce de portage en fait, et je sais pas dans quelle mesure si du coup c'est lié aux technologies, comment est-ce qu'on va trouver justement les personnes à mettre ça, ou le film Mario à l'écran aussi, c'est-à-dire que les gens vont venir, il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout le lore, tous les machins, mais genre c'est sympa et c'est un peu une manière de dont ça SM en fait, donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté comme ça, donc c'est vrai que ce serait, j'imagine avec les technologies, et ça rejoint un peu les questions du marketing, je dirais, de comment est-ce qu'on prend tous ces éléments et on peut ensuite les porter et les rendre Alors, c'est compliqué parce que moi, j'ai pas ce sur quoi je travaille, c'est uniquement un aspect de ce côté geek, c'est le livre, tout simplement. Donc, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est aussi très différent entre. Alors, moi, je m'occupe surtout sur les catalogues geeks entre guillemets dont je m'occupe, c'est le manga et un peu d'imaginaire. Et en manga, c'est déjà pas les mêmes publics. Là, on sait que le public a augmenté dernièrement. Il y a un côté générationnel, je pense, qui fait que les parents qui regardaient le Club Dorothée dans les années 90, maintenant, ils achètent des bouquins avec leurs enfants. Moi, quand je regardais le Club Dorothée dans les années 90, mes parents, ils me méprisaient en disant mais qu'est-ce que c'est encore que ces merdes, c'est pas des vrais dessins animés, ça. Donc voilà, c'est déjà pas tout à fait le même rapport au projet. Et puis pour l'imaginaire, c'est plus compliqué parce qu'en fait, la réalité, c'est que l'imaginaire, on sait qu'il y a le public de l'imaginaire en France. Quand on sort une nouveauté en roman imaginaire, on sait que le public, c'est à peu près 10 000 personnes. Et ça, il a jamais trop grandi. Sauf grosse exception, sauf grand classique, sauf Alain Damasio. Mais en gros, voilà. Le public, c'est ça, et on sait pas trop. On sait que le public geek, entre guillemets, amateur de SF, de fantasy, il existe par ailleurs. Mais il est très difficile à aller chercher, en tout cas en littérature. Et à tel point que on a un phénomène qui est un peu frustrant pour moi, c'est qu'en fait beaucoup de titres qui normalement devraient paraître dans des collections imaginaires pour un public imaginaire, et pour élargir le public, on les met plus dans des collections imaginaires, on les met en collection blanche. Le grand classique. Le grand classique, voilà. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que 1984, donc de George Orwell,
il est paru donc chez Gallimard dans les années 50 et en fait il est resté en collection blanche pendant très très longtemps parce que on comprenait c'est George Orwell, c'est pas de la science-fiction. C'est le bien plus que de la SF, le fameux bien. C'est bien plus que de la SF. En 2002, enfin Gallimard avait possédé les éditions de Noël, qui possédait quand même la collection Présence du futur. Enfin 1984 aurait pu être en Présence du futur. En 2001-2002, Gallimard crée la collection Folio SF. Donc une collection science-fiction au sein de Folio. Orwell non en fait. Orwell il est resté en collection Folio blanche parce que pas de la SF. En 2020 la consécration, enfin George Orwell les œuvres complètes dans la Pléiade. Alors, la Pléiade c'est des bouquins qui sont très chers et très prestigieux. Et puis de manière très étonnante 2021 1984 arrive en Folio SF. Mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Et en fait, c'est ce moment où oui, peut-être que après il existe toujours en blanche, hein, rassurez-vous. Enfin en folio blanche pour les vrais amateurs de littérature, il existe toujours. Mais effectivement, il s'est quand même passé quelque chose où à un moment quelqu'un chez Gallimard s'est dit tiens, on va essayer de décliner et puis voir, il y a peut-être finalement des ponts entre ce public de SF et ce public de littérature qui sont possibles. C'est vrai que ça me fait penser par rapport aux questions de genre public geek, etc. C'est vrai que maintenant on a un peu établi, voilà, qu'il y avait une espèce de geek un peu diffus, machin, tout ça. Je trouve après se pose aussi la question de comment est-ce que du coup cette grande population peut se fragmenter. Il peut y avoir des espèces de sous-cultures geek un peu plus spécifiques, même parfois au sein d'une même communauté pour un manga ou pour un film ou autre, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont parfois pas forcément se parler ensemble, avoir leur propre par rapport à la réception de certaines œuvres, qu'est-ce qu'elles s'approprient, comment elles naviguent autour. Je trouve ça serait une question globalement assez intéressante et je le vois par exemple pour faire le lien un peu avec l'attaque des Titans SNK, c'est vrai que dedans on retrouve aussi bien des personnes qui vont s'approprier l'œuvre pour toutes les dimensions anti-guerre, toutes les dimensions anti-racistes, etc. Et globalement il va y avoir ce public qui va exister, mais il va y avoir aussi toutes les personnes qui vont plus fétichiser à fond la figure d'Eren, donc le personnage principal, et être un peu en mode oh là là, c'est un homme qui suit sa voie, qui fait les choses jusqu'au bout. Et c'était le youtubeur FD Signifier qui en avait un petit peu parlé, et il montrait comment en fait il y avait pas mal de parallèles entre un peu la figure du school shooter de globalement et Eren, et il y avait une espèce de fascination qu'on peut retrouver dans pas mal de milieux un peu masculinistes, extrême droite, tout ça autour de lui. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui le trouvent fascinant, s'intéressent et tout sont masculinistes ou d'extrême droite? Non, mais c'est un type de réception qu'il peut y avoir. Et même chose, d'ailleurs, on peut apprécier l'œuvre sans forcément se dire ça c'est des trucs fascinants, etc. Mais moi, c'est vraiment cette fragmentation aussi qui m'intéresse pas mal, même parfois pour une œuvre, et comment ça peut du coup créer en fait des bouts peut-être qui seront plus concrets. Il y aura un truc moins geek diffus, mais voir justement comment ça prend forme dans les communautés. Pour moi, tu touches un point central, c'est-à-dire que vraiment, moi, dans mon travail sur la culture geek, j'ai rencontré des gens et parfois qui même au sein des mêmes, par exemple, de la même table de jeu de rôle, mais qui ne parlaient pas politique, par exemple après, qui parlaient que de leur personnage, etc. Ils se rendaient compte, quand ils discutaient avec moi, du coup, je mettais un peu le bordel, que en fait, au sein du monde geek, moi, j'étais à Paris pendant une grande partie de ma thèse aussi, et on connaît des bars parisiens très précis. Je peux donner des noms. Où clairement c'est des bars geeks, les cocktails ont des noms de dragons dans Tolkien, les soirées c'est des soirées jeux de rôle, on parle de manga, de comics, c'est des bars d'extrême droite aussi, et pareil dans la culture métal où il y a plein de ponts entre la culture métal et la culture geek, il y a des imaginaires celtico médiéval appropriés par une frange réactionnaire de la population, et donc geek il y en a plein. Et à l'inverse, on a des geeks informaticiens libristes d'extrême gauche, fans de Linux et qui font des jeux de rôle en libre accès sur Internet. Donc là aussi, il y a ce qu'on appelle le libertarianisme américain qui est passé par là aussi, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'anarchisme très anti-gouvernement qui sont parfois en commun les deux. Mais on trouve pour le coup des grands écarts comme ça, et du coup l'appropriation de l'œuvre. Voilà, pour le coup, dans les grandes œuvres geeks, on peut trouver ce qu'on veut. Dans Tolkien, on peut dire à la fois oui, Tolkien était un vieux réac, ce qui est un peu le cas. Et à la fois, on peut trouver un hymne à la nature que les hippies des années 70 ont adoré. Ils taguaient Frodon président sur les murs de Berkeley. Et Tolkien envoyait des lettres à la présidence en disant je m'excuse pour mon œuvre qui a provoqué ça. Parce que je veux pas que ces hippies soient mêlés à mon œuvre et je veux qu'on leur interdise de lire mon œuvre. C'est pour ça qu'il a refusé pendant très longtemps que ce soit dit aux États-Unis. Bon, c'est malheureusement c'est en anglais, donc il suffit d'aller en Angleterre et le ramener, quoi.
Donc ils l'ont fait, ils pirataient. Hein. Les premières photocopieuse de Harvard était foutue à cause des gens qui photocopiaient Tolkien. Donc déjà le piratage, terrible. Et donc on voit bien l'appropriation, en fait, le sens est là. C'est pour ça que dire une œuvre geek, ça n'a pas de sens en soi. Et dire culture geek, ça a du sens, mais en même temps, en effet, on a ces grands écarts parfois qui sont au sein d'une même convention. On a même Japan Expo pour se croiser des gens qui hier étaient à Manif pour tous et les autres ils étaient en train de refaire le monde. Voilà. Donc c'est très compliqué, ouais. Est-ce que c'est vraiment de la fragmentation? Parce que quand on emploie le terme fragmentation, c'est vrai que moi je visualise, en fait, tu as une culture geek, puis en fait elle se divise, comme des cellules comme ça, elle se divise dans d'autres trucs. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est pas justement que il y a des groupes qui se cristallisent autour de certaines œuvres ou certains univers ou certaines pratiques, genre le jeu de rôle et tout ça, qu'on considère en fait faire être sous le grand chapiteau geek, mais qui sont pas des geeks qui se spécialisent, et plutôt des gens qui rentrent dans un élément de la culture geek. J'ai l'impression qu'en s'étant diversifié, c'est un peu ça qui se passe en fait. Et du coup, est-ce que ça reste, on peut vraiment parler tant que ça de geek, dans le sens où en fait c'est juste on est tous sous le même chapiteau, mais au final il y a plus cette espèce de complétisme en fait qui fait que justement c'est les vannes que tu faisais au début sur faut être fan de ça, et si t'es pas fan du millième truc hyper important des geeks, t'es pas un vrai geek quoi. Bah, c'est vrai que par rapport au terme fragmentation, c'est vrai que je pense pas que ce soit forcément des communautés qui se divisent, mais effectivement, ça peut être aussi des blocs qui se forment, comme tu dis. Et ouais, non, complètement, parce qu'en plus, je veux dire, là, on part un peu avec le fait qu'il y ait potentiellement, donc voilà, ces spaces des bêta mails, on disait tout ça. Et le truc, c'est que bah, il y a aussi pas mal de personnes queer, de personnes neuro et tout, qui sont justement dans la culture geek et tout, et qui juste à certains moments, bon, vont se retrouver ensemble, faire leur petite communauté, leur petit groupe. Et en fait, ça va aussi bien marcher, quoi. Ouais, ouais. Après, encore une fois, voilà, geek, c'est un outil. Le terme geek est un outil que moi, je trouve utile encore, mais il faut pas le considérer comme plus que ça. Et donc, oui, c'est sûr. Après, bah, il y a un truc générationnel. Alors, la question de la génération est fondamentale. T'en parlais très, très bien tout à l'heure. Et d'ailleurs, ça va être intéressant de voir les enfants, en effet, parce que beaucoup des geeks ou des gens, en général, de tout le monde, d'ailleurs, s'est construit ses goûts adolescents, son identité adolescent par rapport à contre la culture des parents. Et donc là, quand les parents disent moi ma culture c'est Zelda et c'est qu'est-ce qu'on fait pour se différencier quoi, il faut pour se radicaliser, c'est compliqué. Mais on trouve toujours, vous serez inquiet pour vos enfants quoi qu'il arrive. On y arrive. Et vous direz de mon temps la vérité virtuelle avec vos trucs maintenant, de mon temps on était sur des vrais ordinateurs. Voilà. Mais c'est vrai que cet effet du coup générationnel joue aussi beaucoup dans cette fragmentation entre guillemets et sur l'usage du mot geek. Moi j'ai vraiment interrogé des gens, justement je voulais un peu élargir dans mes travaux de recherche. Et bien, des gens qui avaient grandi dans les années 80, pour le coup, au tout début des années 80, ils disaient, mais moi, geek, ça n'a aucun sens, parce que moi, j'étais un rôliste. Mais en fait, tout ce qu'il me disait de sa culture, c'était geek, vraiment. Sauf que lui, sa niche, c'était rôliste, donc il n'avait pas besoin de geek, et geek, c'était un truc, moi, je comprends pas, c'est un truc pour... Mais il y a eu une génération, en fait, les gens qui ont grandi au milieu des années 2000 jusqu'aux années 2015, il y a eu 10-15 ans, où cette génération-là a eu besoin du mot geek à un moment donné, et maintenant, il est utile, parce qu'il, comme le genre SF parfois, il oriente un petit peu le regard vers certaines choses, c'est tout. Comme parfois, ça peut être intéressant d'aller au rayon SF de la FNAC, alors que tu vas trouver des romans qui sont objectivement de la SF dans la littérature blanche, clairement. Mais pareil, on dit c'est un truc un peu de geek, on s'y tue. Voilà. C'est encore un moyen d'orienter légèrement le public comme un genre, comme voilà, c'est une construction sociale, comme tous les genres. Et donc, on admet que c'est un jeu, et après, on fait des spectres dedans. Donc, on met des continuums. Je suis hyper geek à 0, ou à 100, ou je suis pas du tout geek à 0, et on joue avec. Voilà. Je te rejoins complètement parce qu'effectivement, moi j'ai fait des jeux de rôle dans les années 90, j'ai fait j'ai été fan de manga dans les années 90, j'ai commencé en tant que jeune travailleur et il y a eu cette espèce de moment où c'est juste mes collègues qui sont venus me chercher pour me dire mais en fait toi t'es geek. Tu l'attribues à toi du coup. Ouais, il me l'attribue à moi, toi t'es geek, tu peux nous aider parce qu'on essaye de faire un truc, de faire un truc. Bah ok, enfin je m'y connais un peu, mais ok, allons-y. Vous faites un bouquin de recettes geek, ne mettez pas 40 recettes, mettez-en 42. Et là tous les gens qui me regardent font mais pourquoi 42? T'occupes, mets-en 42. Mais et ça s'est vraiment passé comme ça. Donc effectivement il y a cette espèce de truc où bah moi je maîtrisais les codes finalement et c'était juste ça et pourtant je m'étais jamais revendiqué geek. C'est ça. Mais beaucoup de gens comme ça m'ont dit mais finalement un jour les collègues de boulot, un jour mes amis m'ont dit mais en fait, toi, t'es un geek. Parce qu'ils avaient vu Big Bang Theory, parce que machin, ou leur famille, leurs parents leur dit, mais en fait, toi, t'es, ou alors un geek, mais c'était le truc innocent, parce que les parents avaient lu un article dans Libération qui disait le phénomène geek, parce que c'était pas traduit, donc le G, eux. Et donc, moi, j'ai eu plein de fois en conférence en médiathèque, alors c'est geek, c'est intéressant. Et ça me fait beaucoup rire. C'est devenu une blague avec mes potes, du coup. Mais voilà, et clairement, on a ça, et du coup, ça veut dire, est-ce qu'on se revendique, ou est-ce qu'on finit par admettre, par lâcher prise en bon, bah ok, j'en suis un, si vous voulez. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire de notre identité quand
quand ton identité elle est attribuée, en fait, comme toute notre identité, en fait, comme tout chez nous, on te dit que t'es un garçon toute ta vie, donc tu te dis, bah ok, bon, ça doit être ça, être un garçon. On te dit que t'es un geek, c'est ça. Donc, moi, je me suis reconnu là-dedans, mais parce que ça me faisait du bien, en fait. Mais on peut aussi dire aux gens, t'es pas obligé de te revendiquer si t'es pas, voilà, si on pas te forcer à faire ça, quoi. C'est pas une identité biologique, quoi. Donc, c'est fou. Et après, voilà, moi, c'est effectivement, je suis arrivé un peu avant que le terme geek soit repris par les médias et comme ça. Mais je me rends compte aussi quand même, et c'est assez intéressant. Aujourd'hui, on a des éditeurs qui arrivent, du coup, qui prennent, qui sont des jeunes travailleurs du livre, qui arrivent et qui, justement, sont un peu en train de casser tout ça parce qu'eux, ils se sont revendiqués geeks dans les années 2000 parce qu'ils ont grandi avec Harry Potter, parce qu'ils ont grandi avec toute une littérature de l'imaginaire. Et qui aujourd'hui porte un petit peu quand même ce côté en disant bah ok, mais le geek ça peut être aussi de la bonne littérature, ça peut être des trucs assez cool, et qui est un peu SM, et quelque part c'est un peu les créateurs de demain, quoi. Enfin, c'est ceux qui vont faire la littérature de l'imaginaire dans les années à venir. Et je trouve ça vachement intéressant de se dire que finalement ce terme geek il fédère toute une génération, et aujourd'hui il a des effets précis sur sur les parutions. Oui, d'ailleurs, des auteurs, moi j'avais beaucoup observé ça aussi, des créateurs, des réalisateurs, autrices, surtout hommes, comme Spielberg, Lucas, ou des gens comme ça de cette génération importante, voilà, qui maintenant veulent utiliser le mot geek. Parfois, ils se rendent compte a posteriori, donc pas du tout à l'époque, mais a posteriori, avec le recul, mais c'était nous les fondateurs de ce truc-là, qui maintenant les gamins de 20 ans ils disent on est des geeks. Il y a des interviews entières de, par exemple, je me rappelle Steven Moffat, autour de Doctor Who, ou de Lucas de Spielberg, qui dit We were the original geeks. Vraiment, c'est dans le texte. Donc en fait, c'était nous. Du coup, ça leur donne une légitimité vis-à-vis des jeunes de maintenant, donc acheter nos produits aussi, tant qu'à faire. Et ils ont un peu raison. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire a posteriori de dire c'était nous les originaux, sachant qu'ils ne le revendiquaient pas, ils ne se sentaient pas un groupe social. Encore une fois, classe en soi, classe pour soi, comme disait Marx, quoi. Est-ce qu'on est un groupe social quand on n'en a pas conscience, mais qu'on se rend compte 30 ans après? Oui, pour le marketing. Il y a aussi un truc, j'ai l'impression, qui a un peu disparu et qui a été vite fait évoqué, mais qui est très clair dans l'archétype du geek, c'est justement des cultures qui sont hyper méprisées, ou c'est un archétype de personne. Même, non, tu parles des films, forcément des teen movies où le geek il se fait foutre la tête dans le placard et tout. Comment dire, il y a ce truc de, on est c'est un truc de victime un peu d'injustice et de jugement et de mépris et tout. Et j'ai l'impression que ça c'est resté culturellement dans la culture geek, même si ça existe. Alors peut-être je me trompe, parce que j'imagine qu'en plus sur certains publics, de certains trucs spécifiques, il y a encore beaucoup de stigmates, et je pense notamment au manga, à l'animé et tout, où c'est perçu comme des trucs encore qui sont quand même encore très jugés et tout. La culture geek a pas évolué comme ça, mais maintenant c'est cool de dire qu'on est geek, c'est tout à fait cool d'aller voir des films de super-héros, c'est normal, tout ça. Et il y a comment dire, j'ai l'impression que la culture a gardé cette identité-là, tout en ayant perdu en fait en réalité le stigmate qui va avec, alors qu'à l'inverse il y a certaines je sais pas, tu vas avoir d'autres cultures qui vont pas du tout être considérées comme geeks, qui en fait sont hyper stigmatisées. Par exemple, je sais pas, je pense 50 Shades of Grey, les trucs comme ça, c'est perçu comme c'est de la littérature pour daron. Déjà c'est de la littérature pour meuf, et c'est de la littérature pour daron, ou même il y a des littératures qui sont perçues comme des littératures de jeunes filles, et du coup ça passe pour un truc un peu nul, et ça c'est hyper stigmatisé, et c'est pas du tout perçu comme geek, ce genre de choses. Il y a des ponts qui se créent quand même. Ça. Il y a la romantaisie, ouais. il y a quand même des ponts qui se créent. Là, pour le coup, en plus, j'ai beaucoup travaillé aussi sur ce qu'on appelle la new romance. Et effectivement, c'est vrai, il y a ça, mais c'est une littérature populaire, tout simplement. Et on constate un peu le même type de cheminement qu'on a connu pour le polar il y a peut-être 20-30 ans, où au fur et à mesure, il y a des bouquins qui vont gagner leur lettre de noblesse, et puis qui vont faire en sorte que ça va entrer un petit peu plus dans le cadre de la culture légitime dont on parlait tout à l'heure. En SF, il y en a déjà. D'ailleurs, on les met pas dans des collections de SF. Un jour, il y en aura aussi en new romance. Pour l'instant, c'est un genre qui est, enfin, dans cette romance, effectivement, mais pour l'instant, c'est un genre qui est peut-être un peu trop jeune pour ça. Il y a un truc qui est hyper important, c'est que tant qu'on est positionné dans l'espace social, nous, ou que les gens nous voient comme ça, comme une population qui souffre de ce qu'on aime, de ce qu'on est, on a aussi beaucoup moins de questions à se poser. C'est pratique, parfois. C'est-à-dire que tant que les geeks étaient vus comme subalternes, pas cool, et en effet, ils le sont encore parfois, clairement, ça n'a pas non plus évolué tant que ça. Même aujourd'hui, c'est devenu cool d'aimer les Marvel au cinéma. Ramène-vous avec des Spider-Man, on peut encore se faire moquer du cours de récré, c'est clairement. Donc, c'est pas totalement gagné, mais en même temps, il faut aussi passer le cap, quoi.
Mais tant comme ça s'est construit, comme encore une fois, c'était des, entre guillemets, sociologiquement, je résume, mais un peu des petits bourgeois de classe moyenne qui, quand même, lisaient, hein, déjà, qui avaient accès à une culture, et les parents qui leur achetaient des choses, qui avaient accès aux jeux vidéo, qui avaient accès à... Déjà, ça coûte cher, déjà, rien que déjà au niveau de l'argent, quoi, il faut avoir l'accès à cette culture-là. Donc, c'est quand même des gens qui avaient cet accès-là. Et donc, se construire en tant que subalterne parce qu'on se moque un peu de nous ou parce qu'on n'est pas dans la culture légitime, c'est pratique pour pas se poser des questions ensuite. C'est pour ça que quand les filles, dans les années 90-2000, ou avec Internet, ont commencé à dire, bah, nous aussi, on peut être filles geek. Ah, mais non, t'es pas une vraie, t'as pas souffert, on t'a pas traité de pédale parce qu'au foot, t'étais pas bon. Voilà. Et donc, du coup, tu serais une meuf de geek. Ce qui voilà. est en fait une manière de la faire souffrir. Voilà. La copine de geek. Voilà. Un cauchemar. Ouais. Quand j'ai commencé ma thèse, le premier site qui sortait sur Google quand on tapait geek, c'était copinedegeek.com, qui est peut-être certains ont connu, qui était vraiment un truc de conseil. C'était abominable. Horrible, ouais. horrible. Voilà. Aidez-le, enfin, comme un animal, vous savez, aidez-le le matin à se lever en lui chantant des chansons de Star Wars. Vraiment, c'est très bizarre. Et donc, c'est vraiment, le geek est toujours l'autre de la femme. C'est-à-dire que c'est jamais, voilà. Et même les filles ont intériorisé ça. Moi, les filles, j'ai interviewé pas mal de filles quand même, elles disaient, tous les garçons disaient, moi, Tolkien, je suis tombé dedans un jour, j'ai vu le bouquin à la bibliothèque, c'est la révélation divine, c'est le Graal qui tombe. Et voilà. Et les filles disaient, bah, c'est mon cousin ou c'est mon père. Alors, les deux ont raison, en fait, et les deux ont tort. C'est-à-dire que le mec, quelqu'un devait l'avoir, le bouquin, quelque chose, il n'est pas tombé du ciel. Donc, c'est bien sûr son environnement social qui lui a permis d'acheter. Mais jamais il disait, c'est mon père qui va finir ce bouquin ou c'est un cousin. C'est un jour, je suis tombé dans le jeu de rôle, je suis tombé dans Tolkien. Et les filles disaient toujours, eh ben, c'est mon copain, etc. Elle était beaucoup plus réflexive sur leur propre parcours parce qu'elle sentait pas légitime et donc il fallait qu'il y ait un garçon en intermédiaire. Il y en avait aussi des intermédiaires pour les garçons, mais eux, ils ne les voyaient pas. Ils étaient invisibilisés. Et donc, ça, c'était extrêmement... Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on crée... Donc, tant qu'on est une victime, on n'a pas trop à se poser ce genre de questions. Les gens racisés, les gens handicapés, pas de problème. Moi, je suis déjà une victime, je ne vais pas non plus commencer à me préoccuper. Quand on vous dit, vous avez gagné, finalement, vous êtes tous plutôt des petits blancs bourgeois qui avaient une culture qui commence à réussir. Bon, maintenant, vous arrêtez de vous plaindre et vous posez d'autres questions, peut-être, politiques, sociales. Ah non, bah non, on souffre encore, alors. Bon, ok, voilà. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Et moi, je suis le premier, encore une fois, parce que parfois, je me fais attaquer par des copains geeks ou des gens dans des conférences. Et je dis, mais moi, je suis le premier. Je me faisais tabasser au collège, j'avais des grosses lunettes, j'étais nul en foot et je lisais des bouquins. Donc, j'ai pas de leçon à recevoir là-dessus, quoi. J'ai été l'archétype de ça. Et voilà, get over it, quoi. Ça va, on s'en sort après. Mais bien sûr, après, je dis pas que le bullying c'est cool, etc. Bien sûr. Mais je veux dire, en tant que société, en tant que groupe, il faut pas en faire une définition uniquement de soi, sinon on se définit que par la souffrance. Et donc, si vous n'êtes pas bien, que vous êtes frappé, que vous avez le harcèlement, cyberharcèlement, bah, bien sûr, il y a des gens des professionnels qui peuvent vous aider, etc. Mais n'en faisons pas une définition de groupe qui me permet d'invisibiliser tout le reste des sous-groupes qui font partie de notre société, quoi. Mais je trouve que ton exemple c'est super intéressant avec justement tout le côté, à la base, 50 Shades of Grey, toutes les communautés de fanfiction qui peuvent exister et qui, dans certains cas, sont hyper investies par plein de femmes, plein de personnes queer, etc. Et c'est vrai que, il y aura plein de cas limites comme ça où je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui se vivent geek et tout vont se dire non mais ça c'est pas vraiment geek, etc. Là pour le coup c'est vrai que j'imagine que pour beaucoup plus de gens 50 Shades of Grey sera moins clair, même si ça vient quand même d'un cadre très internet avec des forums et avec plein de gens qui suivent très souvent, donc c'est quand même des personnes qui sont pas totalement déconnectées et tout, il y a quand même ce truc à la base, mais pourtant on va pas considérer que c'est geek. Et même quand je pense qu'il y a aussi l'aspect de plein de communautés qui existent comme ça, justement, toujours fanfiction et même d'autres aspects, où en fait la majorité des gens vont pas savoir que ça existe, juste ce sera pas trop exposé, il y aura un truc un peu niche, justement des petits forums un peu perdus, des serveurs Discord, des espaces comme ça dans leur coin, et en fait ça va exister et ça va justement mettre beaucoup plus de contraste par rapport à qui participe de cette espèce de grosse sphère, mais juste sera pas rendu visible parce que les personnes les plus visibles, ça va être par exemple des réditeurs qui globalement, effectivement, vont rester des mecs qui étaient potentiellement dans les années 90 ou des nouveaux, mais voilà, avec une sociologie peut-être un petit peu plus fermée et qui seront relativement visibles en fait à côté. Il y a une sociologue américaine qui a travaillé sur les conventions, notamment Comic-Con aux États-Unis, et notamment une période où il y avait des pétitions qui circulaient pour interdire à Comic-Con les fans de Twilight. Voilà. Alors, je pense qu'on est nombreux à ne pas être fans de Twilight, évidemment, donc c'est facile de s'en moquer. Mais pareil, la reconnaissance et le respect, évidemment, pour chacun. Alors, quels étaient les arguments de ça ? Évidemment, c'est des femmes, clairement, la majorité. Et c'était, nous, quand on est fan, on s'intéresse à l'univers. Alors, on est vraiment dans le cliché du geek, mais ils vont l'utiliser même eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est le truc qui fait que parfois, ils vont dire « on se moque de nous pour ça, pas bien », mais ils vont le revendiquer. C'est-à-dire, nous, on aime analyser l'univers. On peut parler des heures, des plantes dans Star Wars ou dans Tolkien. Et elle s'intéresse aux acteurs. Et donc, elle crie en disant l'acteur qui passe, elle crie comme une hystérique, évidemment, hystérique, le classique pour les femmes, pour les rendre subalternes.
Alors, je suis persuadé que quand Harrison Ford y passait. Mais bien sûr. Mais nous, nous les hommes geeks, on est froids et distants. Donc en fait, on voit l'univers de loin. C'est pour ça, nous, on aime les cartes. Vous savez, les geeks, ils aiment les cartes de la fantasy. Moi, le premier. Hein. On aime les cartes de la Terre du Milieu, les cartes du Disque Monde. On adore ça. On a tous une dans un poster dans notre chambre parce que on voit le monde de façon froide et de lointaine. Les filles s'intéressent à la psychologie, l'histoire d'amour des personnages. Donc, vous voyez, encore une fois, appropriation des œuvres. En fait, votre appropriation des œuvres n'est pas légitime. C'est une même œuvre. Et donc, clairement, même dans les geeks, moi, j'ai rencontré des gens qui disaient, bah oui, les filles, c'est les seules qui vont s'intéresser à l'histoire d'amour dans Star Wars entre Leia et Han Solo. Mais, oui, et alors, c'est pas grave. Alors que nous, on s'intéresse encore une fois à l'histoire de la République sur 4000 ans. Hein, on est devenus des grands érudits de voilà, n'importe quoi. Mais les deux ont raison, encore une fois. C'est-à-dire que. Et en même temps, j'ai des geeks qui vont me dire ça, et dans l'entretien, et qui, une demi-heure après, vont me dire. Et par contre, je m'identifie vachement à Spider-Man parce que c'est un personnage qui se faisait taper au collège et qui. Ah oui, donc la psychologie, c'est pour les filles, mais là, Spider-Man, on peut. Ok. Donc évidemment, c'est plein de contradictions, tout ça. Ouais. Ok, d'ailleurs, on pourrait interroger la sociologie de la table ronde en elle-même en non-mixité, mais je tiens quand même à signaler parce qu'il faut que je le place à un moment que la table ronde, en plus, c'est ironie du sort, c'est Anne Neuville qui l'a préparée, qui a 12 000 tables rondes à côté, donc au débeauté. Donc en plus, c'est elle qui a eu l'idée de faire ça. Moi, j'aurais une dernière question avant éventuellement peut-être de passer au public s'il y a des questions. Je crois qu'on a jusqu'à moins le quart. C'est une question un petit peu large, mais du coup, si le terme geek, l'idée de culture geek, est devenu un peu mainstream et regroupe énormément de sous-catégories, de choses comme ça, c'est très très vague, que la sociologie de cette culture-là s'est diversifiée, ou en tout cas est plus visible les parties qui sont devenues plus visibles, les parties qui ne l'étaient pas, que en fait tout le monde est devenu un petit peu geek. Est-ce que ça va encore avoir du sens très longtemps, ce truc-là? Est-ce que ça va pas devenir justement quelque chose qui est purement générationnel, ou bon là il y a quand même plusieurs générations de geeks, mais qui va représenter un moment culturel, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment perdurer encore et gagner du sens et pas être remplacé par peut-être d'autres nouvelles définitions, nouvelles cultures? Est-ce qu'il va pas y avoir des schismes dans la culture geek? Voilà, c'est un peu bilan et perspective de la culture geek, vers où qu'on va. Alors, je sais pas si il y aura des schismes. Enfin, j'espère qu'il y aura des schismes. En fait, ça ferait du drama, ça serait merveilleux. Non, enfin, blague à part, encore une fois, pour moi, ce mot geek, il a pas de sens, moi, en tant que geek, si je puis dire. Donc, qu'il disparaisse pas. Enfin, je veux dire, la nature horreur du vide, à un moment, il y aura autre chose qui le remplacera. Et de toute façon, ce qu'il désigne aujourd'hui, le jeu de rôle, le manga, la littérature de l'imaginaire, ça disparaîtra pas, ça. Et puis, il y en aura d'autres, hein, des itérations, des nouveaux moyens d'être geek, même si le mot sera plus à la mode, parce qu'en réalité, enfin, soyons honnêtes, le fait que geek ce soit quelque chose, c'est un peu une mode. Donc moi, je pense que ça passera, mais c'est pas grave. Oui, il y a les deux. Il y a un effet de mode, clairement, qui est largement derrière nous, déjà, là, depuis 5-10 ans, mais presque. Mais je pense quand même qu'il y a des choses qui vont durer, notamment en tout cas, le côté utile parfois de cet outil pour dire ah ben ce soir je vais dans un bar à Lyon, il n'y a pas un bar geek à Lyon? Ouais, hein, et donc on va trouver, ça va être utile pour si on en a des gens sur un forum. Est-ce qu'il y a un bar geek à Lyon? Ils vont savoir deux trois bars geek à Lyon, il faut aller pour trouver des gens sympas qui vont nous ressembler un peu. Donc ça va toujours être utile et ça va devenir un adjectif. C'est-à-dire comme les punks, il y a plus des punks, mais il y a des trucs punks. Et je pense qu'il y aura plus des geeks, mais il y aura des trucs geeks. Et on peut faire une action geek, une manière d'être geek. Ou ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était un peu être un geek ou être un nerd, voilà. Se concentrer longtemps sur un truc, se plonger dans un monde imaginaire, monter son PC soi-même. Ah bah je suis un peu un geek aujourd'hui. Voilà. Donc on peut faire des trucs un peu geek tout en étant plus dans une espèce de sentiment de communauté, en effet, qui va changer. Il y en aura d'autres et ça va se remplacer. Et c'est bien que les générations d'après cassent les codes à chaque fois. Ouais, clairement, je pense aussi au final, ça a plus un outil qu'on mobilise comme ça à certaines opportunités, certains moments pour signifier des choses, ou parfois, tu parlais aussi le côté de dire quand même on est geek, on est un peu opprimé, nanana, et au final, c'est manière un peu de maintenir ça et de justifier. Puis ensuite, il va rester toutes les étiquettes qu'on connaît déjà, qui apparaissent, qui toujours plus en fait à différents niveaux, qui sont moins pertinentes. Je parlais par exemple juste des trucs comme edgelord par exemple, ou alors je sais pas, les trolls, tout ça. Enfin, on a plein de mots comme ça pour se qualifier ou pour qualifier les autres qui existent dans la culture populaire et tout. Et je pense ça va juste continuer à s'accumuler. Je dis qu'il y a des chances pour que ça reste plus ou moins actuel et qu'on en parle toujours un peu, même si très dilué, tandis que d'autres vont juste pas reconnaître le même succès et parce que moins utile, parce qu'au final beaucoup plus localisé. Et juste, ils continueront d'avancer, on aura d'autres, quoi. Ouais. Merci beaucoup tous les trois. Je sais pas s'il y a un micro volant, donc comment on dit, un micro mobile volant, ce serait trop bien.
Ouais, voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde qui était vraiment intéressante, très complète. Moi, la question que je voulais vous poser, c'était je voulais vous relancer un peu sur un sujet que vous avez traité assez vite, sur la politisation en fait des geeks. Et donc et plus particulièrement cette affinité entre culture de gauche et culture geek. Ou pourquoi, comme David l'a dit, on est tous un peu les gauchistes ici. C'est vrai que est-ce que ça vient du fait que c'est une contre-culture, une culture un peu subalterne à la base, et que il y a cette affinité-là qui s'est créée. Et puis, comment on réconcilie ça avec, c'est quelque chose que Fred a bien évoqué sur cette idée que parfois il y a des univers réactionnaires, conservateurs qui sont aussi appropriés. Donc voilà, si vous pouvez revenir un peu plus sur la politisation et ce côté politique de la sociologie geek, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Oui, pour moi, c'est surtout historique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle culture geek, encore une fois, on a passé 1 heure à dire que c'était compliqué, mais ce qu'on appelle culture geek, c'est né de manière moderne à la fin des années 70 aux États-Unis. Un peu au Japon et un peu, voilà, mais surtout aux États-Unis. C'est pas une période anodine, la fin des années 70. C'est-à-dire que c'est pas pour rien, moi je trouve ça même fascinant à quel point c'est pas pour rien que dans à peu près 4-5 endroits dans le monde, dont la Californie à peu près en gros, et un peu New York, il se passait à ce moment-là des trucs incroyables. C'est-à-dire que c'est la même période qu'on a la culture, donc la contre-culture américaine, qui est encore aujourd'hui la contre-culture modèle, on va dire, du monde entier. Donc on a le néo-féminisme qui arrive à ce moment-là. On a la lutte des droits civiques des Noirs américains. On a donc 68 et ses conséquences aux États-Unis aussi, bien sûr, les émeutes, et on a bien sûr là, ce qu'on appelle la culture hacker, qui va être très très importante. Donc les gens qui commencent à, bien sûr, vous savez tous que les hackers, c'est pas juste des mecs avec des hoodies qui tapent sur les écrans. C'est toute une culture du bricolage et de se rapproprier la machine de manière très politique, très punk, très do it yourself. Et donc évidemment, et quand Star Wars arrive, évidemment, Star Wars, qui est un truc très mainstream, en fait, n'est que l'enfant de ça. Star Wars, ça parle que de la Force, qui est un concept très New Age à la mode d'aller chez les hippies. Ça parle évidemment de la guerre du Vietnam, enfin, c'est devenu une tarte à la crème de le dire, et de plein d'autres aspects politiques que George Lucas et ses amis du Nouvel Hollywood possédaient. Donc, en fait, ils sont les enfants de cette contre-culture-là, clairement. Et en même temps, Lucas aussi, dans le bonus de Star Wars, de manière très adéquate, dit « Je suis devenu l'empire que je voulais combattre », parce qu'il est devenu l'indépendant le plus riche de l'histoire et qu'il a fait des milliards de bénéfices qu'il a vendus à Disney après. Donc, il y a ce retournement, en fait. C'est-à-dire mais comme on peut le dire pour toute l'idéologie 68 Art, qui est devenue aujourd'hui, dans les startups, on fait des Chief Happiness Officers qui sont en fait totalement des trucs issus de la culture New Age des années 70 américaine, qui partaient d'un bon sentiment, mais sauf que voilà, Steve Jobs, il avait son gourou bouddhiste dans son coin pour se faire sa méditation, ça n'a pas changé, que ce soit un horrible patron, voilà. Donc en fait, toute cette culture-là, qui était une culture à la base de résistance et de la revendication, a été récupérée par le système, finalement assez classique, voilà, toute la science-fiction nous montre ça tout le temps, pour devenir une nouvelle forme d'oppression. Et donc, oui, on va avoir des gens réactionnaires à ce mouvement-là, mais en même temps, oui, c'est un mouvement qui à la base était politique, mais qui a explosé tellement fort à cause de Star Wars, à cause de jeux vidéo, à cause du succès qu'ont eu ces œuvres-là, que aussi, quand ça touche 500 millions de personnes dans le monde, ça peut plus être aussi politisé et radical que ça l'était au départ. Mais on en trouve des traces tout le temps partout. Et en même temps, en effet, des traces aussi réac, des gens qui vont s'approprier ça autrement. Parce que, comme je parlais, la culture celtique, par exemple, depuis très longtemps, a une connotation, certaines niches de la population qui est un peu, voilà, retour à la blanchité des elfes et voilà, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est un classique. Et voilà, on s'approprie comme on veut. Enfin, je dirais, c'est vrai qu'on a un peu tendance à penser que imaginer le futur, donc en SF, c'est plutôt une question de gauche parce qu'on essaie d'imaginer un meilleur futur. C'est un peu la base, et que la fantasy, à contrario, peut être un genre de droite. Bon, je m'inscris un peu en faux là-dessus, mais c'est une idée reçue. Ouais, parce qu'il y a la question de la race dans la fantasy qui est extrêmement forte. Et donc du coup, on peut politiser ça comme ça, mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je pense que tout l'imaginaire, d'une manière générale, a plutôt une vocation effectivement de gauche, parce que à partir du moment où on imagine forcément, c'est qu'on se pose des questions sur la société, sur comment faire société, etc. Maintenant, là où je te rejoins pas tout à fait, c'est qu'à mon avis, George Lucas, c'était pas forcément, enfin, même si la Guerre des Étoiles c'était un truc de contre-culture, il utilisait quand même il s'était quand même intégré directement dans un système qui lui était déjà foncièrement capitaliste, ne serait-ce que le système de la production américaine, le système du scénario qui était complètement un copier-coller du voyage du héros de Campbell, qui était la recette entre guillemets pour faire un bon scénario, enfin, et qui du coup déjà il y avait un peu ce mélange des deux, un peu même si le message lui était politisé plutôt aujourd'hui on dirait vers la gauche, les moyens utilisés eux ne l'étaient pas forcément. C'est le problème.
Alors, c'est vrai que perso, peut-être du coup, il y a des éléments historiques qui vont dans le sens que tu dis, etc. Mais j'avoue que je suis assez sceptique par rapport à ça. C'est on va aller chercher, ouais, en fait, l'imaginaire, c'est de gauche, en fait, peut-être, ou alors, ouais, en fait, la culture geek, peut-être que c'est des origines très subversives, etc., machin. J'avoue que moi, ça me laisse un peu sceptique. Je suis un peu en mode, oui, bon, il y a différentes manières dont les gens vont s'approprier ça. D'autant que tu parles de années 70, effectivement, toute une contre-culture, etc. Dans les années 80, il y a aussi un énorme backlash réactionnaire assez violent aux États-Unis. On le voit un peu aussi en France, etc. Et je pense que du coup, c'est un peu compliqué de tirer une grande généralité ou une espèce de généalogie comme ça dans laquelle il y aurait la subversion qui finalement devient un peu réactionnaire, etc. Ouais, j'avoue, je suis pas très convaincu perso. Je me permets de rajouter un petit truc, c'est que ce qui est intéressant avec justement dès qu'on est dans le rapport à l'imaginaire et à la politique, c'est que fatalement, enfin moi en gros c'est quasiment toute ma chaîne quoi. Oui, en fait c'est intéressant, mais j'ai l'impression qu'aussi on a tendance un petit peu trop à se dire tout est politique, ok, soit, moi je suis ok, très bien, ça me va. Mais tout est politique, ça veut pas dire que que chaque œuvre ou chaque imaginaire ou chaque mouvement culturel tu peux le mettre dans une boîte. En fait, c'est pas un monolithe. Et je suis très content que tu aies pris l'exemple du Seigneur des Anneaux parce qu'on avait fait une vidéo là-dessus pour expliquer ça aussi. En fait, c'est tout aussi légitime pour un mec un peu babos, écolo et tout, de trouver que le Seigneur des Anneaux ça défonce et tout, ce qui était par exemple un peu mon cas quand je suis tombé dans le Seigneur des Anneaux, quand je suis tombé, voilà, t'as vu, je l'ai fait. Quand je suis tombé. Qui t'a offert le livre? Qui t'a offert le livre? Un pote, voilà. Félix. Vous êtes bien avancé. Et c'est tout à fait aussi normal que un gros, même un gros raciste suprémaciste et tout, bah trouve des trucs cool dans le Seigneur des Anneaux. Et je pense que c'est valable pour beaucoup de choses en fait. Oui, tous les imaginaires sont politiques, mais ils sont multifacettes et les mouvements culturels c'est pareil, et ils sont y compris contradictoires en fait entre eux. Donc voilà, moi je pense que tu peux pas vraiment faire le jeu des boîtes avec ça en fait en permanence. Il faut toujours le réinterroger sous tous les angles possibles en fait, parce qu'ils sont tous légitimes au final, même quand ils nous plaisent pas. Voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. Oui, c'est un travail qu'il faut tous parfois faire au quotidien, c'est-à-dire de s'autoriser, enfin, de se forcer à admettre que oui, une interprétation réac est légitime. On peut combattre ensuite les idées réac, mais voilà, on peut le voir aussi, même dans un truc qui est hyper revendiqué, pas du tout de ce camp-là, quoi. Et d'ailleurs, enfin, moi, j'ai eu cette question en tant que auteur, pour le coup. Ce côté, moi, j'écris de la fantaisie. Et je me suis vraiment, à un moment, j'ai refait complètement une lecture de tout ce que j'ai pu écrire en me disant, OK, comment est-ce qu'un réac pourrait dire que ça lui appartiendrait, en fait? Mais il y a un moment où je suis complètement d'accord avec le fait que ça appartient au lecteur, ça ne m'appartient plus à moi. Mais je me suis vraiment fait une sensitivity reading tout seul en me disant, merde, mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment un truc qui pourrait être pris par un réac et qui pourrait se dire, ça c'est pour moi? Surtout qu'il faut qu'on fasse l'inverse. Il faut qu'on prenne leurs œuvres de science-fiction de droite et qu'on dise mais non, t'as pas vu que dedans c'est un hymne à la transidentité, mais en fait il l'a pas. Et là, ça va les énerver quand on va analyser comme ça. La bataille culturelle. Il y avait d'autres questions, je crois. Oui. Bonsoir, enfin bonjour. Je rejoins mon collègue sur le fait que c'était effectivement une conférence très intéressante. Moi, j'ai envie de poser la question de l'avenir, même si c'est toujours un peu risqué de prédire l'avenir. C'est une question qui se pose beaucoup chez les geeks, pour reprendre justement ce mot-là. Quand vous disiez que la culture geek aujourd'hui est diluée, notamment beaucoup, effectivement, on parle de Marvel, on parle de ce genre de choses. Si on observe les cultures qui sont aujourd'hui stigmatisées, justement dans cet univers plus pop culture et plus fantastique dans lequel on vit aujourd'hui, si on parle jeux vidéo, ça va être des choses comme Call of Duty. Si on parle œuvres de télévision, ça va être les anges de la télé-réalité. Vous avez évoqué Twilight et ce genre de choses. Si on parle cinéma, on peut parler des films Fast and Furious. Bref, est-ce que vous pensez que cette culture stigmatisée aujourd'hui dans la pop culture, dans l'univers de pop culture plus fantastique dans lequel on vit, est-ce que c'est quelque chose qui peut, entre de grosses guillemets, devenir le nouveau geek des années 2040, 2050? Est-ce que il peut y avoir, et est-ce que ce qui nous paraît bête, pour reprendre l'exemple du Club Dorothée, nos parents qui trouvaient que le Club Dorothée c'était bête à bouffer du foin, est-ce que les gens de nos âges qui trouvent que les anges de la télé-réalité c'est bête à bouffer du foin,
Est-ce que dans 20 ans, des gens diront bah non, c'est hyper intéressant sociologiquement, politiquement, etc. Voilà, c'est penser le futur, c'est toujours un peu risqué, mais c'est une question qu'on se pose parfois. Je saurais pas dire moi pour les anges de la télé-réalité, mais si on reprend un peu l'histoire de l'édition, il y a eu quand même aux États-Unis, enfin le comic book de super-héros est né il y a maintenant très très longtemps, et puis un jour est arrivé Watchmen, et ça a quand même changé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une frange un peu intello du super-héros qui est complètement légitime, et que toute cette frange elle a été lancée. Alors, Alan Moore était pas forcément le premier, mais en tout cas c'est celui qui a vraiment émergé éditorialement parlant, et qui fait que bah oui, en fait à un moment le super-héros c'est devenu quelque chose de sérieux et d'intéressant, et pas juste un amusement pour adolescents. Je grossis le trait volontairement. je veux vexer personne. Je pense que bah oui, un jour il y aura peut-être une émission comme une émission de télé-réalité qui sera intéressante sociologiquement. Maintenant je suis pas un spécialiste. Ouais, je pense que surtout, comme je disais tout à l'heure, il faut se méfier de nous-mêmes en fait. Il faut tous qu'on se dise, ok, notre victoire fait qu'on doit se méfier de nous-mêmes et en effet de cette non-légitimité des objets. Et surtout qu'aujourd'hui, la légitimité elle passe plus justement par les supports. Avant, lire, c'était déjà légitime. De fait, au 19e siècle, tout le monde ne savait pas lire. Déjà lire, vous étiez, c'est bon, dans le top de la population. Aujourd'hui, on peut lire en effet un roman entre guillemets de gare ou des fanfictions sur sa tablette dans le métro, et c'est déjà lire, et c'est pas grave quoi. Et du coup, c'est plutôt à l'intérieur. Moi, j'ai beaucoup vu avec les séries télé, notamment, on l'a tous vu. Il y a les séries télé qu'il fait bon regarder, en effet. Il faut avoir vu The Wire et Breaking Bad. Et si vous dites, je regarde le Arrowverse, c'est moins cool. Donc, vous voyez qu'il y a les hiérarchies. En fait, le problème, c'est qu'il y a des hiérarchies, il y en a tout le temps qui se font, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. N'importe quel support, vous mettez deux personnes ensemble qui ont la même culture à la base, au bout d'une demi-heure, ils font la hiérarchie. Donc, il faut faire attention avec ça, avec nos propres hiérarchies. Et donc, en effet, on peut pas prévenir l'avenir, mais on peut prévoir qu'il y aura sûrement des trucs nouveaux qu'on trouvera un peu par réflexe, et c'est normal, humain. En disant non, par rapport à moi c'était quand même moins riche mon truc que moi, on critiquait aussi avant, c'est moins voilà. Mais il faut, du coup, je pense qu'il faut se vacciner en fait, c'est vraiment comme un vaccin, s'en injecter un petit peu pour se dire bon, peut-être que mes premiers réflexes il faut s'en méfier quoi. C'est toujours ça, on va tous faire des enfants ou peut-être pas, mais ceux qui vont faire des enfants générationnellement en tant que société on va tous faire des enfants. Il faut se méfier de pas détester par défaut en disant voilà, parce que mon truc c'était mieux quoi. Wagner, c'était de la mauvaise musique. Hein. Enfin, c'était Alexandre Dumas, les Trois Mousquetaires. Voilà, c'était de la Gaston Leroux, c'était de la littérature populaire, c'était pas de la bonne littérature. Aujourd'hui, on l'étudie à l'école. Enfin, je veux dire, à un moment, évidemment, tout finit par, avec la patine du temps, tout finit par évoluer. C'est vrai que typiquement on a vu qu'il y avait plusieurs cas comme ça de stigmates ou pour des œuvres, genre on parlait du coup 50 Shades of Grey, Twilight, etc., où c'est quand même pas mal lié à la misogynie. Donc j'imagine que faudra voir comment la société évolue par rapport à ça et sera directement lié. Et c'est intéressant aussi le cas dont il était question, le fait l'accès à la lecture, l'écriture, etc., où d'un coup il y a des pans entiers qui deviennent légitimes, qui se popularisent. Donc j'imagine que ce sera l'évolution un peu des tout ce qui est les techniques en général, voir s'il y a des adaptations. Je parlais aussi de le passage IDR à MMO, par exemple, où effectivement on a ce genre de légitimation. J'imagine qu'il y aura un espèce de mélange un peu socio, technico, culturel comme ça, politico, enfin voilà, Ouais, c'est un jeu qu'on fait souvent avec les collègues chercheurs, notamment sur le jeu vidéo, où on demande aux étudiants ou dans des conférences quel est le jeu vidéo le plus joué au monde, ou en France par exemple, voilà. Et les gens mettent une demi-heure à trouver en demandant du Call of Duty, etc. Ben non, c'est le solitaire sur PC parce que les gens au boulot, ils se font chier et ils jouent au solitaire. Alors, tout le monde dit, mais c'est pas un jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo? Et paf, on est parti sur 1 heure. Et donc, en fait, voilà, les définitions, les choses comme ça, il faut jouer avec, faut pas trop se formaliser. Je crois qu'on a le temps pour une dernière question. Il y avait quelqu'un qui a déjà le micro, non? C'est ça? Non. Merci. Merci pour tout, et vous avez beaucoup réveillé mon sens critique parce que je suis absolument pas d'accord avec tout ce que vous racontez. Et ça c'est formidable. En fait, moi je pourrais être votre grand frère, et dans l'idée à l'époque on se disait pas geek parce que là tous les quatre en fait vous êtes à peu près du même âge. On va pas faire cette chose là, mais genre dans l'idée, en fait, vous avez réussi, vous êtes dans le monde de l'édition, vous êtes sociologue, donc vous êtes dans le monde académique. Monsieur aussi via YouTube. Et puis monsieur aussi. T'as réussi. Oui. Merci. Non, mais je dirais, on se posait pas autant de questions dans les années. Moi, j'avais 10 ans à peu près dans les années 85, je suis allé voir les Goonies au cinéma, tout ça, vous voyez, c'est une espèce de monde rêvé que je raconte. Je peux aussi dire
J'ai vu Metallica en concert à Bercy avec la scène en diamant, tout ça. Vous voyez, ça fait rêver certains. Mais le truc, c'est qu'on se prenait pas la tête. On se prenait pas la tête à savoir de qui, quoi, quand et où. Et on s'en foutait. Moi, mes potes, on kiffait le hip-hop ensemble, on kiffait plein de trucs. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous vous définissez comme geek en tant que tel, et c'était très intéressant ce que vous avez dit tout le long. Mais c'est pas de la sociologie, ça, c'est du déterminisme. C'est genre on se détermine comme. Alors si on a souffert, on est ci, on est ça, on est machin, on est bidule. Ouais, c'est certain. Mais il y a un truc que vous n'avez pas dit, et c'est pour ça que je suis un peu en colère. C'est l'état d'états-unisation de la société culturelle. Et ça, vous ne l'avez pas dit. En gros, c'est-à-dire que vous oubliez une chose, c'est qu'on est en train de s'états-unisier à, je dirais, 20 ans, 30 ans de décalage à peu près. Et ça, on le voit bien en sociologie. Si vous regardez, par exemple, des films de Frédéric Wiseman, ce sont pas des films à spécialité geek, mais regardez les films de Frédéric Wiseman, notamment Public Housing, où on voit en fait des problématiques qui sont en train d'arriver dans nos quartiers, mais on les voit il y a 30 ans, il y a 40 ans. Je veux dire, c'est la même chose pour cette culture-là, que vous dénommez encore comme sous-culture, mais c'est absolument pas une sous-culture, parce que c'est la culture mainstream et c'est la culture dominante. Je veux dire, Disney, c'est 70% de la culture des États-Unis. Enfin, je veux dire, il faut se soulever contre ça. Vous dites extrême gauchiste, mais c'est pas vrai. Je veux dire, à un moment donné, merde quoi. Moi, ça me met hyper en colère. Vous êtes, pardon, pas vous, mais je me calme. Non, mais il n'y a aucun problème à votre. En vrai, c'est hyper tendu parce que ce que vous défendez. Moi, j'ai des gosses. Hein. Et mes gosses, par exemple, là, je suis en train de prendre des photos, par exemple, à l'Éducation nationale. Il y avait Carnaval. 70% des mômes, ils sont habillés en super-héros hein, au quartier. Hein. C'est pas genre ouais, t'as une princesse ou t'as machin. Non, c'est 70% des mômes, ils sont en super-héros, les filles y compris. Hein. Et il n'y a pas cette idée-là, Spider-Man, machin bidule. Non, je vous parle de mômes, ils ont 4 ans, ils ont 3 ans. Et vous voyez, cette culture-là, elle est dominante. Elle est pas, c'est pas la niche, quoi. On n'a pas dit le contraire. Ouais. Bah ouais. Je tiens aussi à signaler que je suis un auteur francophone. Ouais. Et il faut pas mélanger mainstream et dominant. Je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Mainstream, c'est évident. Je pense que c'est on le dit depuis longtemps. Après, la question de la domination culturelle, elle est très différente. Enfin, c'est une autre question énorme. Alors, vous doutez bien que ce que vous dites là, c'est pas la première fois qu'on l'a tous entendu. Hein. Évidemment. On sait très bien ce que vous dites et on est même parfois plutôt d'accord avec des éléments de ce que vous dites. Mais il faut faire attention, encore une fois, on a beaucoup parlé d'appropriation des éléments culturels. Un truc produit par Disney, qui soit produit par les pires intentions du monde, par le pire gars du monde, et qu'on a peut-être tous envie parfois de cramer les bureaux de Disney, c'est possible. Il se trouve que parfois des gens, quand même, grandissent avec des trucs, qui se les approprient, qu'ils en font autre chose, qui leur bricolent dans leur jardin, qu'ils en font des fanfilms avec des figurines dans leur jardin, et que ça a un sens. Pour moi, la pop culture, c'est pas la culture de masse, c'est pas la culture produite par l'industrie. Pop culture, c'est les histoires que vous inventez à vos enfants le soir pour qu'ils s'endorment. Et il se trouve que Disney s'est approprié ces histoires qu'on se raconte depuis à peu près la préhistoire, hein, et qui sont transformées, qui sont devenues des mythes, des légendes, des folklores, et qu'en partie, elles ont été privatisées. En partie. Mais on peut encore s'échapper. Une partie de jeu de rôle, ça coûte 30 € un manuel, vous pouvez jouer 20 ans. Donc, il y a encore des moyens de s'échapper. Et que, malgré tout, oui, on a aussi grandi avec Disney, on se l'a approprié, on l'a transformé, on en a fait autre chose. Et maintenant, dans les manifs contre les retraites, il y a des mèmes faits avec des images de Disney. Donc, c'est bien que, vous croyez que Disney, ils sont contents de ça? Pas du tout. Donc, vous voyez bien que c'est plus complexe que ce que vous voulez dire. Je pense à peu près d'accord sur le fait que c'est l'hégémonie, parfois américaine, parfois, elle est compliquée, l'hégémonie américaine, parce qu'aussi, il y a des contre-hégémonies tout le temps. Mais, et on voit émerger d'un coup la scène de la K-pop, on l'avait pas vu venir, et puis on voit émerger. Vous voyez, il y a des tas de choses qui se passent. Mais, l'appropriation, c'est pas la production. Vous voyez, le message, le décodage du message n'est pas le codage du message. Donc, que Disney fasse des choses parfois qui soient un peu nulles ou qui nous envahissent, mais que des enfants ont grandi avec ça et un jour on fait la révolution avec des costumes Mickey, moi j'y crois. C'est une belle naïveté. Oui. Mais bon. Vous voulez rajouter quelque chose? Je crois qu'il faut rendre la salle de toute façon. Oui, ok. Il faut Alors, rendre la salle. Merci beaucoup tout le monde. Et voilà.